téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous sommes à Alexandrie, au bord de la mer, afin de rencontrer Dr Nazli Farid, qui est conseillère psychologique. Nous allons parler de pourquoi la psychologie s'avère importante pour l'être humain et comment on peut se réconcilier avec nos enfances, notre enfance, nos souvenirs et nos cicatrices. Elle va nous parler également de sa double nationalité puisqu'elle est égyptienne et en même temps française. Et elle va nous parler de l'importance vraiment de se réconcilier et de vivre avec nos chagrins et de les accepter. Dr Nazli Farid, bienvenue à notre programme au féminin. Ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir les différentes facettes de votre vie. On commence toujours avec les souvenirs de l'enfance, une partie de la vie de l'être humain qui peut marquer sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez de cette phase de votre vie? Question vaste. Peut-être un peu par déformation professionnelle, je vais vous faire une réponse personnelle, mais en même temps professionnelle. Moi, je suis férue de psychanalyse depuis longtemps. J'ai fait un travail sur moi pendant 15 ans avec une psychologue clinicienne, Sophie Brun, que je suis très fière de nommer, parce que en fait, c'est elle qui m'a appris le métier. Et donc, je ne peux pas parler des souvenirs d'enfance comme quelqu'un qui n'a pas fait de travail psychanalytique. La première chose que je dis à mes patients, c'est que moi, je ne fais plus de thérapie cognitive et comportementale, je ne fais plus que de l'analyse. Parce que si on dit père, mère, enfance, on a tout compris. C'est vrai que cette période de la vie est très importante. Et crucial. Crucial, c'est là où tout s'enregistre. Et j'ai cette image qui n'est pas très élégante, mais bon, c'est ce que j'ai pu trouver comme métaphore. C'est comme un ordinateur. Vous prenez un ordinateur, il sort de l'usine, il n'y a rien. Il ne comprend rien. Ce sont les parents qui installent le operating system, le système d'exploitation. Ce sont les parents qui installent les logiciels. Ce sont les parents qui programment tout. On arrive au monde vierge. Comment ça se fait que vous avez choisi ce domaine, la psychanalyse, un domaine difficile et des études assez également compliquées? Je vous remercie pour cette question et je revendique avec plaisir mes origines. En fait, moi, la première fois où j'ai entendu parler de psychanalyse, j'étais en 3e année de fac. C'était Dr Nadia Abdallah, que son âme repose en paix, qui nous a appris la critique psychanalytique. Et on analysait, comme par hasard, les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et bon, les littéraires savent que Rousseau a abandonné 5 enfants. Les 5 enfants de Rousseau étaient à l'orphelinat. Donc, Rousseau, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sentiments de culpabilité par rapport à ses enfants bien placés, mais de manière générale, comme s'il n'avait pas la conscience très tranquille. Donc on a analysé le ruban volé, qui est une scène très importante des confessions,
Et c'est là que j'ai découvert la psychanalyse, c'était en 87. Et j'ai commencé à lire, je sais que j'ai commencé par Pierre Daco, Les victoires de la psychanalyse, les leçons de psychanalyse, où j'ai plus tout à fait le titre en tête, mais je me souviens très bien de Pierre Daco parce que c'est là que j'ai découvert la psychanalyse. Presque 10 ans après, l'actuel directeur du centre de l'époque, parce que je travaillais au centre culturel, aujourd'hui Institut français, Alain Leloup, et sa femme, Marine Leloup, m'ont conseillé de voir un psy. Et c'est là que je suis allée voir Jacques Hassoun, qui est un grand psychanalyste décédé malheureusement, et en plus d'être psychanalyste, c'est un juif égyptien qui a vraiment fait honneur à cette catégorie de la population égyptienne qui a beaucoup souffert d'injustice et qui heureusement commence par les inaugurations de synagogues, etc., de réouverture à récupérer leurs droits. Donc Jacques Hassoun m'a donné le premier élément. Il était à Paris, moi je vis à Alexandrie, donc j'ai dû le voir 2-3 séances. Et il m'a parlé de la maison de mon grand-père, la maison familiale, la maison où j'ai toujours vécu avec ma mère et mon grand-père. Et il m'a dit, c'est le deuil de votre grand-mère qui n'a jamais été fait. Il faut savoir que ma grand-mère est décédée en 1949. Ma mère avait 7 ans, 8 ans. Et donc, je me suis dit, c'est quoi cette psychanalyse qui, en une phrase comme ça, explique l'histoire de toute une famille, Et je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais toujours est-il que ça m'a trotté dans la tête. J'ai eu un problème professionnel sérieux en 2004. C'était un problème syndical en fait, pas professionnel. Et puis, j'ai repris mes activités de responsable de la médiathèque en 2006. 1er septembre, 25 septembre, je faisais ma première séance avec Sophie Brun. Donc ça fait 15 ans que je travaille sur moi. C'est assez douloureux, mais si vraiment c'était à refaire, je le referais avec plaisir parce que la psychanalyse, c'est ce qui vous donne les clés de votre moi. Peut-être que c'est par ce biais que vous avez décidé d'étudier pour servir autrui, non seulement pour se découvrir. Je ne pensais pas du tout à la pratique. Pas du tout. En fait, j'ai toujours été un peu psy sans le savoir, comme M. Jourdain. Ça veut dire que je recueillais les réflexions, les confessions, entre guillemets, ce que les amis voulaient bien me dire. Et j'avais une sorte de pré-analyse. Mais je n'ai commencé à exercer réellement qu'en 2013. Et c'est à partir de 2016 que j'exerce à temps complet. J'ai une question en tête, c'est l'importance de la psychanalyse, de la psychologie pour les Égyptiens. Est-ce qu'on accepte d'aller voir un psychologue? Est-ce qu'on accepte, on avoue qu'on a besoin de voir un psychologue?
Je vais vous dire, par rapport à l'Égypte, ce qui a beaucoup servi l'analyse psychologique, la psychanalyse et tous les psys de la Terre, que ce soit psychiatre, psychologue, psy, l'âme. Et psychologie d'ailleurs, c'est l'étude de l'âme. Mes réflexes de littéraire. Ce qui a beaucoup servi, c'est le life coaching, les coachs de vie. En fait, parce que si on va voir un coach de vie, ça veut dire qu'on est à la mode. Si on va voir un coach de vie, ça veut dire qu'on n'a aucun problème, mais on est en train d'embellir, de manger sain, de réfléchir sain, ce qui est très à la mode actuellement, de propager des ondes positives, tout ça, comme si les ondes négatives n'étaient pas bien à propager. Je corrige, je me permets de corriger, je rectifie. Quand on me dit ondes négatives et ondes positives, je dis que tout le monde a le droit d'exprimer ce qui est négatif en lui. Après, si mes ondes négatives à moi vous influencent, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire? Mais bon, ceci est une parenthèse. Donc je vous disais, les coachs de vie en Égypte ont un peu démystifié, un peu désacralisé la fonction, profession de psy, sans le reste, Oui. sans le suffixe. Accepter la psychologie, accepter la douleur, avouer, est-ce que vraiment en ayant recours à la psychologie, on peut effacer la douleur? Je vais vous faire une petite réponse avant de répondre à votre question. C'est que j'ose dire d'une petite voix en étant psychologiquement et égyptiennement correcte, c'est que si j'ai eu recours à Sophie Brun, qui était la psychologue du lycée français au Caire, c'est que je n'ai pas trouvé en Égypte ce qui répondait à mes besoins. Si on va voir un psychiatre, il va vous voir 15 minutes, dans le meilleur des cas, il va vous prescrire des médicaments. Si vous allez voir un psychologue, qu'on appelle l'Akhsa'i Nafsi, dans le meilleur des cas, il va vous dire que, indépendamment de vos croyances religieuses et des siennes, il va vous dire: ah, mais peut-être que vous ne faites pas la prière. Ah, et peut-être qu'il faut aller plus souvent à l'église, etc. Donc, ce sont des conseils qui, moi, me font dresser les cheveux sur la tête. Parce que ça n'a rien à voir avec l'analyse psychologique, avec l'analyse de l'âme humaine, qui est censée éclairer les points de souffrance. Et par là, je réponds à votre question. Oui. En fait, c'est quoi nos racines de la souffrance? C'est tout ce qu'on a enregistré pendant l'enfance. Vous savez, on a des cycles de 7 ans. Donc de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 21 ans. Jusqu'à 21 ans, on appelle ça des enfants. Parce qu'ils sont encore dépendants de leurs parents, dépendants financièrement. Et là, je réponds en Égypte. Ce n'est pas effacer la souffrance, mais l'accepter? C'est refouler. Ça veut dire que la personne qui vous dit: mais moi j'ai eu une enfance merveilleuse, j'ai eu aucun problème. Moi là, je me dis, il y a quelque chose. On ne peut pas avoir une enfance totalement heureuse. Parce qu'il peut y avoir des déficits en émotionnel, des déficits en sécurité affective, des déficits en encouragement. Eh bien, bravo, tu as fait ce dessin, c'est magnifique. Au lieu de dire: oui, mais je ne comprends rien à ton gribouillage là. Ça, c'est tout ce qui fait après
la motivation de l'enfant. Waouh, mes parents m'admirent. Donc, les parents ne sont pas tous psy. Et jusqu'à récemment, la psychologie n'avait pas fait tous les progrès qu'elle a fait, pas seulement en Égypte, mais partout dans le monde. Et je parle en particulier de la France, que je connais bien. Et là, c'est une zone de souffrance. C'est une zone de souffrance qui va être refoulée, qui va faire des racines, et la partie qui émerge, l'arbre, ben, il aura l'impression d'être un arbre vert, en bonne santé, avec des feuilles correctes, etc. Alors que la souffrance sera dans les racines. Il y a aussi une image que j'aime beaucoup, l'image de l'iceberg. L'image de l'iceberg, tout notre inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce sont ces rouages, ces mécanismes automatiques qui donnent des résultats dans le conscient et qui ont toujours leur source dans l'enfance. C'est joli ça, la première question. Vous verrez que je n'ai pas parlé de mon enfance. C'est le courant ou l'école de Sigmund Freud. Les 2 premières années de la vie de l'être humain sont cruciales. Là, je vais vous faire une réponse casuistique. Parce que si je dis Freud, il y a les anti-Freud et les pro-Freud. Si je dis inspiré de Freud, on va vous dire la psychanalyse, c'est une supercherie, machin, truc, bidule. Donc, le père de la psychanalyse, c'est Freud. Les anti-Freud disent que, bon, non, ça existait bien avant Freud, et Freud n'a fait que tirer les marrons du feu. Non, on ne peut pas dire ça. Ce que moi, très modestement dans ma pratique et dans mon analyse, je retiens de Freud, c'est l'enfance, l'inconscient. Voilà, et donc si on veut démontrer que Freud a raison, ben oui, il a raison. Si on ne peut pas fuir ces souvenirs, cette période de la vie, les souvenirs amers, et on ne peut pas les effacer, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez prononcé 2 mots-clés. Fuir, amer, et évidemment, on fuit la souffrance, et on fuit ce qui est amer, donc on en souffre. En fait, de toute façon, on souffre. Autant c'est le devenir de l'homme, c'est la réalité humaine. Il faut qu'il y ait souffrance. Donc, si on souffre de toute façon, autant souffrir pour les bonnes raisons, autant ouvrir la blessure qui s'est mal cicatrisée, et on parle toujours de blessure de l'enfance. La blessure qui est mal cicatrisée, on met un peu d'alcool dessus, ça pique, ça fait mal, mais en même temps, quel soulagement quand ça se cicatrise proprement. Et l'inconscient, en fait, il nous protège, mais il est un peu bête. Il pense que tout ce qui va nous faire mal, tout ce qui va nous faire souffrir, ah non, il faut s'en protéger. Donc, on refoule. Donc, on fait semblant d'oublier. Tout à l'heure, je me moquais un peu des ondes négatives, positives. Vous avez la psychologie positive qui va vous dire « Mais regardez devant vous, le passé, ça sert à rien, machin.
Et voilà, il faut être positif. Bon, je me moque à peine, avec tout mon respect pour la psychologie positive, mais si on ne connaît pas l'origine de la souffrance, tout ce qu'on nettoiera comme palier ne sera que du maquillage. On n'ira pas jusqu'à la moelle de la souffrance. Qui a plus recours à la psychologie, les hommes ou les femmes? Plus les femmes, dans ma patientèle, plus les femmes. Elles souffrent plus. Elles ont plus de courage. Ah, c'est vrai. Parce qu'il faut un sacré courage quand même pour vouloir consciemment remuer le fer dans la plaie. Mais je salue mes patients hommes ou jeunes qui verront peut-être l'émission, parce que eux, ils ont beaucoup de courage, mais numériquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Docteur Nazli Farid, je voudrais savoir, est-ce que vivre au bord de la mer, ça a une réflexion sur l'être humain? Comme on dit, ça peut mettre l'être humain bien dans sa peau? Bien sûr, l'air de la mer, l'iode, l'ouverture. Vous n'allez pas bien, vous sortez sur le bord de mer, vous voyez la mer dans tous ses états. Qu'elle soit déchaînée, qu'elle soit calme, qu'elle soit bleue, qu'elle soit grise, que le ciel soit bleu, que le ciel soit gris, c'est toujours la mer. C'est toujours la mer et MER en parallèle avec ME, accent grave, RE. Donc, ça nous prend. Et c'est pas n'importe quelle mer, c'est la mer Méditerranée. Et donc, moi, je dis souvent avec ceux qui veulent bien m'entendre qu'il y a une nationalité méditerranéenne. Oui. Et en fait, le mot, c'est une amie à moi qui détient le copyright, mais en même temps, moi, je sais que les Marseillais, les Grecs, les Alexandrins, tous ceux du bassin méditerranéen ont quelque chose en commun. C'est pas la même culture, c'est pas la même éducation, c'est pas, et ça c'est l'Europe et ça c'est pas l'Europe. Même comportement des fois. Même comportement méditerranéen, la voix haute, la gestuelle. Là, je suis en pleine Méditerranée. Donc vivre au bord de la mer, c'est vrai que c'est différent. La plupart des familles égyptiennes ont également d'autres origines. Est-ce que votre famille a des racines qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest? Écoutez, c'est d'après ce qu'on dit dans la famille. Côté maternel, on doit avoir une aïeule turque, la mère de ma grand-mère. Et du côté de la famille paternelle de ma mère, il y a du sang marocain. Donc voilà un peu ça. Du côté de mon père, c'est monofeia. Donc il n'y a pas de... Voilà. On aime bien monofeia en tout cas. Docteur Nazli Farid, vous êtes égyptienne, mais également vous possédez un passeport français. Vous êtes française également. Alors je voudrais savoir comment peut-on garder les deux identités et être fidèle en même temps aux deux? C'est une excellente question qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a longtemps interpellée par rapport à mon identité. J'ai eu beaucoup de chance d'apprendre la langue très jeune. Ma mère est prof de français, enfin elle était avant de partir à la retraite, prof de français. On parlait français à la maison et en même temps on est authentiquement égyptien. Je veux dire, c'est pas...
C'est pas par khawagisme que je dis ça. Je dis ça parce que vraiment, j'ai pu m'exprimer dans les deux langues. Vous m'avez dit identité et moi je vous réponds langue. École francophone, fac de lettres, littérature française, 21 ans de ma vie au Centre culturel français qui se sont terminés ces 21 ans en 2010 et bizarrement c'est l'année où j'ai été naturalisée. Donc je me dis que je suis égyptienne, naturalisée française. J'ai le passeport français, je parle français, j'adore cette langue, j'habite cette langue, je rêve en français, j'écris en français. Ça n'a rien à voir avec ma nationalité française, ça a à voir avec mon éducation française. Docteur Nazli Farid, à la fin de notre interview, de la part de l'équipe de Femina, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, vous m'avez permis de parler de choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Chers téléspectateurs, c'était notre interview avec Dr Nazli Farid, conseillère psychologique au bord de la mer d'Alexandrie. Mille merci pour votre attention et à la prochaine édition et une nouvelle découverte au féminin. Au revoir.